affaires internationales. Nous avons créé un certificat en droit de l'environnement et de la transition écologique en Afrique qui est... Même au Québec. Donc, c'est un très bon magistrat. Avant d'aller au Québec, il était très grand magistrat au Cameroun. C'est Robinson Tchapmeni. Qui est dirigé par le professeur Mathurin Petsoko de l'Université de Yaoundé 2. Alors, c'est lui qui dirige ce certificat. Alors, dans le cadre de ce certificat, nous avons prévu la place pour les spécialistes du droit de l'environnement et notamment du droit de l'environnement en Afrique. Et c'est donc dans ce cadre que nous avons déniché l'expert, le spécialiste et le conférencier du jour. Nous avons entendu parler de ces travaux et nous l'avons cherché pour parler à nos étudiants, mais aussi parler à la communauté africaine de ces travaux, mais aussi du droit de l'environnement en Afrique. Alors, mon propos, c'était simplement de vous dire bonjour, de mettre la table. Le modérateur de la conférence, ce sera le professeur Gimfak Voufo, qui est environnementaliste aussi, et qui est à l'université de Tchang au Cameroun. Alors, je vais lui passer la parole pour modérer cette conférence. Professeur Ngimfak, vous avez la parole. Merci, professeur, de me passer la parole. C'est vrai que je rougis un peu lorsque vous utilisez le mot professeur. Je suis docteur Ngimfak Voufo Théophile, chargé de cours à l'université de Tchang en faculté des sciences juridiques et politiques. Donc, avant toute chose, j'aimerais dire bonjour à tous les participants à cette conférence. J'aimerais particulièrement dire bonjour au conférencier du jour, que j'ai le plaisir de découvrir aujourd'hui. Je le connaissais déjà de nom, mais quand on sache au nom, c'est toujours un pur plaisir. Donc, c'est un bonheur de vous retrouver sur le cadre de cette conférence scientifique. Alors, ma première tâche consiste à présenter le conférencier. C'est une tâche tellement immense car le conférencier du jour, c'est un expert de la question qui sera abordée ici. Il y a un bagage intellectuel qu'il sera difficile de résumer, mais je vais m'essayer à l'exercice. Alors, il s'agit de Dr Roland Ouedraogo. Alors, le docteur Touende Roland Ouedraogo a obtenu un diplôme de maîtrise en droit des affaires de l'université Thomas Sankara de Ouagadougou et une maîtrise en études européennes, option institutions, droit et société de l'Institut d'études globales de l'Université de Genève. Il est également titulaire d'un diplôme en droit international humanitaire et en droit humain de l'Académie de droit international humanitaire et de droit humain de Genève. Sa passion pour la protection de l'environnement a motivé son engagement dans la recherche scientifique. Et donc, à ce titre, il a brillamment soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Le droit humain à un environnement en droit international, analyse à la lumière de la pratique des États africains ». Donc, la qualité de cette thèse a valu à son auteur d'être désigné lauréat 2023 du prix de thèse de la Fondation Anthony Mengene de la Société québécoise de droit international. Et tout au long de ce parcours scientifique, son acharnement au travail lui ont permis d'être récipiendaire de plusieurs bourses. Également, sa détermination dans la recherche et l'enseignement lui donne d'occuper aujourd'hui un poste de chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Montréal. Bien évidemment, il est auteur d'articles publiés dans des revues de renom et des chapitres d'ouvrages dans sa discipline. Très actif dans des blogs à caractère scientifique, il a participé à des colloques et congrès et s'est vu décerner en mai 2021 le prix de la meilleure présentation à l'occasion du colloque du cercle étudiant de la Société québécoise de droit international. Enfin, il a effectué un stage au Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme et a été membre étudiant du comité d'orientation du programme de doctorat en droit, ainsi que du conseil académique facultaire de la faculté de sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal. Il est actuellement le président du cercle étudiant de la Société québécoise de droit international. C'est donc une tête bien couronnée en droit de manière générale, mais spécialement en droit de l'environnement que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui à l'Institut québécois des affaires internationales. Donc, je ne vais pas trop occuper son temps parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Et de ce pas, je vais lui passer la parole afin qu'il présente son propos liminaire et après, les participants auront l'occasion d'échanger avec lui. Donc, cher docteur, vous avez la parole et merci déjà d'accepter l'invitation de l'Institut. Merci beaucoup, docteur Nguyenfak. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais avant tout remercier mon ami et promotionnaire, le juge Jakaria Traoré, que je ne vois pas pour le moment. C'est lui qui m'a mis en contact avec le professeur Robinson et qui finalement m'a invité à donner cette conférence. Vraiment, merci à vous deux pour cette considération et pour l'intérêt pour mes travaux. Juste un petit rectificatif, je ne suis plus le président du cercle étudiant de la Société québécoise parce que mon mandat s'est achevé. Bientôt, on va connaître le nouveau président. Alors, cela dit, et je vais partager mon écran si vous me permettez. J'ai un petit support visuel qui va accompagner mes propos. Parfait. Donc, ce matin, donc, je vais vous parler du droit à un environnement sain en Afrique, cadre juridique et perspective. Alors, pour ce faire, c'est bon. Alors, je propose donc une structuration en 4 sections. Je vais aborder 4 points successivement et c'est le contenu de ces 4 points que vous voyez en ce moment sur la slide. En guise d'introduction, je veux d'abord préciser le champ d'application rationné temporis de mon propos, dans la mesure où non seulement l'Afrique est plurielle, mais elle ne renvoie pas à la même réalité donc, en fonction des époques. Donc, comme on peut le voir sur cette carte, l'Afrique avant la conférence de Berlin, par exemple, ce n'est pas la même que celle après la dite conférence. Voilà. Encore moins de l'Afrique après les indépendances. Cela dit, et c'est là mon point, mon propos va concerner l'Afrique d'après les indépendances. Le droit à un environnement sain en Afrique précoloniale ou pendant la colonisation ne fait pas partie de ma présentation de ce matin. J'ai déjà écrit un article sur ça, l'Afrique et l'environnement, une longue histoire, pour ceux qui sont intéressés par cette perspective-là. Je vais donc parler de comment les États africains indépendants depuis les années 60 ont reconnu le droit à un environnement sain. Toujours à titre d'introduction, on peut bien se demander qu'est-ce que le droit à un environnement sain? À quoi cela renvoie-t-il quand on parle de droit à un environnement sain? Alors, il s'agit d'un droit humain. Donc, c'est un droit de l'homme, en l'occurrence, et je cite le dictionnaire de droit international de Jean Salmon, c'est le droit subjectif des personnes, voilà, de vivre dans un environnement sain, c'est-à-dire d'une certaine qualité. Le droit à un environnement sain renvoie aussi aux dispositions ou aux règles, et je cite encore, dont l'objet consiste à reconnaître un droit fondamental à un environnement d'une certaine qualité ou encore à affirmer le devoir de l'État ou des individus de respecter et de protéger l'environnement. C'est une définition doctrinale proposée par les professeurs Sophie Thériault et David Robitaille. Qu'est-ce qu'alors un environnement sain? C'est un droit humain, mais quand on parle d'environnement sain, à quoi ça renvoie? À ce propos, je voudrais d'abord vous dire que dans la littérature, tout comme dans les textes normatifs qu'on va voir, les conventions, les constitutions, les législations, on dénombre une multitude de qualificatifs qui accompagnent ce droit de l'homme-là. Par exemple, voici des expressions synonymes. Droit à un environnement satisfaisant et global. Ça, c'est la charte africaine, par exemple. Droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Charte québécoise.
droit à un environnement décent, droit à un environnement propre, sûr, durable. C'est l'expression utilisée dans le contexte des Nations Unies. En anglais, on trouve aussi une diversité de dénominations de ce droit-là. Par exemple, right to a healthful environment, human right to a good environment, right to a healthy environment, etc., etc. Donc, il y a plusieurs dénominations possibles de ce droit, notamment par rapport au qualificatif qui est utilisé. Ce qui est commun à tous ces qualificatifs, cependant, c'est l'idée que vivre dans un environnement d'une certaine qualité est un droit de l'homme. Et moi, d'ailleurs, je préfère l'expression de droit à un environnement sain parce qu'elle me semble être la plus flexible et inclusive. Plusieurs auteurs dans la doctrine, d'ailleurs, la préfèrent aussi parce qu'elle serait plus protectrice. Une autre raison pour laquelle j'utilise cette expression, c'est qu'elle ne nécessite pas la démonstration de l'existence d'un dommage subi. Je reviendrai plus tard donc sur ce qui est sain ou pas sain lorsque j'aborderai donc le contenu normatif de ce droit, c'est-à-dire la signification en droit de ce droit. Alors, enfin, pour terminer avec la brève introduction, j'aimerais souligner aussi que dans la doctrine, il y a plusieurs conceptualisations de l'idée de droit à un environnement sain. Parce qu'en réalité, le droit à un environnement sain résulte de la connexion ou du croisement du cadre théorique des droits humains à la protection de l'environnement. L'idée du droit à un environnement sain, c'est qu'on peut utiliser le cadre théorique, la perspective des droits humains pour protéger l'environnement. De ce fait, la jonction entre environnement et droits humains va donner lieu à plusieurs conceptualisations. En effet, dans la doctrine, certains considèrent que la qualité de l'environnement est une précondition et un préalable à la jouissance et à l'exercice des droits humains. Ça, c'est une perspective théorique. D'autres considèrent plutôt que ce sont les droits humains qui devraient être l'instrument de protection de l'environnement. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a, dans une étude analytique du 16 décembre 2011 sur les relations entre l'environnement et les droits humains, fait un résumé de toutes les perspectives possibles. Donc, selon le Haut Commissariat, il y a 3 approches possibles de la relation entre l'environnement et les droits humains. Je cite l'étude analytique. La première approche postule que l'environnement est un préalable à l'exercice des droits de l'homme. Elle met l'accent sur le fait que la vie et la dignité de l'homme ne sont possibles que lorsque les individus ont accès à un environnement offrant certaines qualités fondamentales. Fin de citation. Selon la seconde approche du Haut Commissariat, je cite encore, les droits de l'homme sont des instruments pour s'attaquer aux questions environnementales, à la fois sur le plan de la procédure et au fond. Cette approche souligne la possibilité d'utiliser les droits de l'homme pour parvenir à des niveaux adéquats de protection environnementale. Fin de citation. Enfin, donc, selon la troisième approche, je cite, qui consiste à proposer d'intégrer les droits de l'homme et l'environnement dans le concept du développement durable. Elle insiste donc sur le fait que les objectifs sociétaux doivent être traités de manière intégrée et que les questions d'économie, d'environnement et de justice sociale doivent être prises en compte dans la perspective du développement durable. Alors, voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction avant d'entrer dans mes 4 sections. Cela ayant été dit, d'où vient le droit à un environnement sain? Avant donc de parler de l'émergence du droit à un environnement sain, je voudrais ici faire une mise au point ou un avertissement général, parce que même si certaines données de ma thèse vont être exploitées dans le cadre de cette conférence, la conférence ne porte pas sur ma thèse. Donc, ce n'est pas ma thèse que je suis en train de présenter, parce que la thèse a porté sur la démonstration de l'existence d'une coutume en Afrique. Ce n'est pas ce que je vais faire ce matin. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que par rapport aux sources du droit à un environnement sain que je vais évoquer, je ne serai pas exhaustif. Je vais seulement donner des exemples. Voilà. Alors, d'où vient le droit à un environnement sain? Premier point. À l'échelle internationale, c'est la conférence des Nations Unies sur l'environnement tenue à Stockholm du 5
au 16 juin 1972, qui est, et je pense qu'il y a des micros qui sont ouverts, si l'administrateur peut les fermer, s'il vous plaît, merci. Alors, je disais qu'au plan international, c'est la conférence donc, de Stockholm qui est l'événement majeur qui a permis donc l'émergence formelle, j'insiste sur le mot formel, du droit à un environnement sain. En effet, la déclaration de Stockholm sur l'environnement humain, qui est l'un des instruments adoptés pour la conférence de Stockholm, affirme ceci en son principe premier. Je cite, l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Fin de citation. Voici donc la première formalisation du droit à un environnement sain à l'échelle internationale. À noter toutefois cependant que bien avant la formalisation de ce droit dans le premier principe de la déclaration de Stockholm, la biologiste Rachel Carson, qui a écrit Silent Spring, donc Printemps silencieux, publié aux États-Unis en 1962, considérait déjà le fait de vivre dans un environnement d'une certaine qualité et exempt de pollution comme un droit de l'homme. C'est son ouvrage d'ailleurs qui a alerté l'opinion publique internationale sur les risques de certains produits chimiques, notamment des pesticides, les pesticides DTC par exemple. Il y a également eu l'impact du naufrage de la Torrey Canyon, donc en 1967, ce navire libérien dont Parfait. Donc, tous ces éléments ont contribué à la formalisation donc, du premier principe donc, de Stockholm. Après Stockholm, il y a eu plusieurs grandes messes internationales qui avaient un lien qui portait sur l'environnement, notamment le sommet de la Terre de Rio en 92. Mais à cette grande messe, comme vous le savez, l'accent a été plutôt mis sur le développement durable, quoique le principe premier de la déclaration de Rio contribue à la formalisation de la dimension procédurale du droit à un environnement sain. Je reviendrai sur cette dimension-là. Les autres conférences internationales consacrées à l'environnement ont desserré progressivement ce lien qui avait été fortement noué à Stockholm entre environnement et droits humains dans le premier principe. Ainsi donc, que ce soit au sommet de la Terre +5 en 1997, à Johannesburg en 2002, à Rio +20 en 2012, que ce soit dans les OMD ou même les ODD, on s'est éloigné fondamentalement du premier principe de la déclaration de Stockholm. Alors, pour terminer sur ce premier point, on peut retenir tout simplement que c'est dans un contexte de prise de conscience écologique, contexte qui a été rendu possible grâce à un certain nombre de considérations, des travaux d'intellectuels comme Rachel Carson, des considérations d'ordre moral, philosophique, sociologique, scientifique, économique et politique, que le droit à un environnement sain a émergé donc dans le monde. Quel est le degré de positivité aujourd'hui de ce droit? Autrement dit, comment est-il donc ancré dans le monde? Voilà. Ici, je vais dire que le droit à un environnement sain est reconnu à plusieurs échelles, au niveau mondial, au niveau régional et aussi à l'échelle des États. Ce sont ces points que je vais donc passer successivement. À l'échelle mondiale, ça va peut-être vous surprendre, le droit à un environnement sain n'est pas encore reconnu dans un instrument juridiquement contraire. Ça veut dire qu'il n'existe toujours pas de convention ou de traité international qui reconnaisse ce droit. Autrement dit, c'est comme si en droit international à l'échelle universelle, ça n'existe pas, puisqu'aucun document juridiquement contraignant ne le reconnaît. Cependant, il y a beaucoup d'instruments de soft law, donc de droit mou, qui le reconnaissent. Par exemple, le Conseil des droits de l'homme, ce sont les plus récents documents que je vais citer. Le Conseil des droits de l'homme considérait le 8 octobre 2021 que l'accès au droit à un environnement sain fait partie donc des droits humains.
Encore plus récemment, le 28 juillet 2022, 161 États membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont voté en faveur de la résolution A76L.75 qui considère que, je cite, le droit à un environnement propre, sain et durable fait partie des droits humains. Il s'agit là donc des plus récentes et importantes reconnaissances à l'échelle mondiale, mais il y a plusieurs d'autres résolutions, déclarations et recommandations qui reconnaissent ce droit que je n'évoque pas ici. À l'échelle régionale, ce droit est aussi reconnu et justement, c'est à ce niveau que l'Afrique a le leadership parce que l'Afrique a été le premier continent à avoir reconnu ce droit dans un instrument juridiquement contraignant qui est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981, notamment en son article 24. Le protocole de Maputo, qui est additionnel à la Charte africaine et qui porte sur les droits des femmes en Afrique, reconnaît également le droit à un environnement sain. En dehors de l'Afrique, c'est le protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels du 17 novembre 1988, aussi appelé protocole de San Salvador, qui reconnaît le droit à un environnement sain. Il y a aussi l'accord sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui a été élaboré au sein de la Commission économique des Nations unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes en 2018, qui reconnaît ce droit. On l'appelle aussi l'accord des Kazoo. On peut se référer à la Charte arabe des droits de l'homme de 2008, à la Déclaration des droits humains de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, etc. En Europe aussi, il n'y a pas de reconnaissance expresse formelle dans la Convention de sauvegarde, dans la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, la Cour européenne infère le droit à un environnement sain d'autres droits existants, tels que l'article 8 de la CEDH, qui porte donc sur le droit à la vie privée et familiale. Cela dit, en Europe, il y a aussi la Convention d'Aarhus, qui est l'équivalent de la Convention des Kazoo pour le continent européen, qui fait référence au droit à un environnement sain. À l'échelle nationale et à l'heure actuelle, plus de 3/4 donc, des constitutions nationales dans le monde, soit plus de 150 États sur les 193 membres des Nations unies, font référence directement soit au droit à un environnement sain lui-même ou à la protection de l'environnement dans leur constitution. Exemple du Canada qui a récemment reconnu ce droit le 13 juin 2023, alors que le Québec le reconnaissait déjà dans la charte québécoise. Revenons donc spécifiquement au cas africain, puisque c'est le thème qui nous réunit ce matin. Je vais aller plus en détail par rapport à l'Afrique. En Afrique, donc, il y a à la fois une reconnaissance explicite, expresse, mais aussi implicite de ce droit à un environnement sain. Je vais commencer par les reconnaissances implicites de ce droit. Ça veut dire qu'on ne vise pas directement le droit à un environnement sain, mais ce sont des dispositions dont l'interprétation et la mise en œuvre contribuent et favorisent donc l'ancrage du droit à un environnement sain. Alors, j'ai mis donc quelques instruments, donc ce n'est pas tout encore une fois. On peut se référer à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, donc adoptée en 1990 et entrée en vigueur en 1995. L'article 11.2 petit g de cette charte prévoit que, je cite, « L'éducation de l'enfant vise à susciter le respect pour l'environnement et les ressources naturelles. » Donc, il n'y a pas de référence à un environnement sain, mais il est difficile de ne pas voir dans cette disposition une dynamique favorable à l'ancrage du droit à un environnement sain. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée en 2011, contient un article 42 qui dit ceci, je cite, « Les États parties mettent en œuvre des politiques et stratégies de protection de l'environnement en vue du développement durable au profit des générations présentes et futures. À cet égard, les États parties sont encouragés à adhérer aux traités et aux autres instruments juridiques internationaux. » La simple évocation des générations présentes et futures nous fait penser donc au droit à un environnement sain.
On a aussi la Charte africaine de la jeunesse. Par exemple, l'article 13, alinéa 3, petit e de cette charte dit ceci: l'éducation des jeunes veillera à promouvoir le respect de l'environnement et des ressources naturelles. Article 26, tout jeune a des devoirs envers sa famille, sa société, l'État et la communauté internationale. Tout jeune, conformément à la présente charte, doit protéger l'environnement et conserver la nature. On peut même se référer au traité instituant la communauté économique africaine du 3 juin 1991, qui dit ceci en son article 58, les États membres s'engagent à promouvoir un environnement sain. À cet effet, ils adoptent au plan national, régional et continental des politiques, stratégies et programmes et créent des institutions appropriées pour la protection et l'assainissement de l'environnement. Fin de citation. J'avais déjà évoqué donc la charte maghrébine pour la protection de l'environnement et du développement durable. Son premier article, par exemple, concernant les orientations générales, dit que, étant donné que tout individu a un droit fondamental de vivre dans un milieu sain et un environnement équilibré, d'une façon qui lui assure une excellente santé et une existence agréable. Bon, voilà donc quelques exemples de reconnaissance explicite du droit à un environnement sain dans le contexte africain à l'échelle continentale ou régionale. De façon explicite et expresse, j'avais déjà évoqué la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dont l'article 24 se lit: tous les peuples ont le droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. Je vais m'arrêter un peu sur cette disposition pour faire quelques commentaires. Vous voyez, tel qu'il est formulé, on a l'impression qu'il s'agit uniquement d'un droit des peuples dans une logique de développement. Dans la doctrine, Stéphane Doumbé-Billé estime que cet article de la charte, je cite, fait du droit à un environnement sain non pas un objectif en soi, mais simplement un moyen d'atteindre un objectif plus large qui est le développement économique du continent. Fin de citation. Donc, au regard de l'ambiguïté de son libellé, aussi bien la nature que le contenu de l'article 24 sont très débattus dans la doctrine. C'est important à savoir. Donc, il y en a qui se demandent, est-ce que c'est un droit individuel? Est-ce que c'est un droit collectif? C'est quoi son contenu normatif? Je ne pourrais pas revenir sur tous les débats, mais je peux dire que la jurisprudence a tranché, puisque la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans l'affaire Kevin Mwanga et autres contre le Cameroun, en 2009, considère que, je cite, la Commission africaine, les droits des peuples sont aussi importants que les droits individuels. Ils méritent et doivent être protégés. Le moins que l'on puisse dire sur les droits des peuples est que chaque membre du peuple porte en lui les droits individuels au groupe, dont le groupe jouit dans sa collectivité. Les droits communs dont bénéficie la communauté, tels que le droit au développement, à la paix, à la sécurité, à un environnement sain, à l'autodétermination et le droit à une part équitable des ressources. Fin de citation. Effectivement, et comme le dit Charles Chaumont, à chaque personne est tout un peuple et à chaque peuple est toute une personne. Chaque droit du peuple est aussi donc un droit de l'homme, si bien que chaque peuple est en quelque sorte présent dans chaque personne faisant partie de ce peuple. Fin de citation. Donc, la jurisprudence et les autres textes normatifs confirment cette interprétation qui est que même si l'article 24 est formulé en termes de droit collectif, droit des peuples, eh bien, il s'applique aussi aux individus. D'ailleurs, le protocole de Maputo confirme cette interprétation, puisque selon l'article 16 de ce protocole, je cite, « Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable. » Et mieux encore, selon l'article 16 du protocole de Maputo, la femme a le même droit que l'homme d'accéder à un logement et à des conditions d'habitation capables dans un environnement sain. Donc, le même droit que l'homme, ça veut dire que l'homme masculin a aussi ce droit, donc c'est aussi un droit individuel. Passons maintenant, toujours dans le contexte africain, à un autre niveau de reconnaissance de ce droit. Là, on va quitter l'échelle régionale et sous-régionale pour aller au sein des États. Au sein des États.
Alors, au-delà donc de ces reconnaissances conventionnelles que j'ai survolées, je n'ai pas eu la prétention d'avoir tout cité. Il y a plus de textes que ça, mais je me limite à ces quelques exemples-là. Il y a donc aussi que le droit à un environnement sain est fortement constitutionnalisé en Afrique. Beaucoup de constitutions africaines reconnaissent ce droit. Avant de revenir à la reconnaissance constitutionnelle de ce droit, je voudrais souligner le fait qu'une très large majorité des constitutions africaines contiennent même des dispositions qui sont relatives à l'environnement de façon générale. Et au sujet de dispositions constitutionnelles relatives à l'environnement, David Boyd, qui est l'ex-rapporteur spécial des Nations Unies sur la question des obligations relatives aux droits de l'homme se rapportant aux moyens de bénéficier d'un environnement sûr, propre, sain et durable, a établi une typologie de 5 dispositions constitutionnelles lorsqu'on s'intéresse aux questions environnementales. Cette typologie en 5 catégories de dispositions constitutionnelles a été reprise par plusieurs auteurs dans la doctrine, tels que May et Daly. C'est aussi cette typologie que j'ai utilisée dans le cadre de ma thèse. Et je vais vous présenter rapidement ces 5 typologies avant de revenir sur comment le droit à un environnement sain est reconnu dans les constitutions africaines. Alors, dans cette typologie, donc, il y a 5 catégories de dispositions constitutionnelles. La première est relative aux dispositions constitutionnelles consacrant une obligation ou une responsabilité du gouvernement de protéger ou de préserver l'environnement. Dans cette catégorie, on trouve 46 États africains dont les constitutions contiennent ce type de dispositions. Je vais donner un exemple par catégorie. Exemple, l'article 27 in fine, donc le dernier alinéa de la Constitution du Bénin, article 27, dit ceci: l'État veille à la protection de l'environnement. Point. Deuxième catégorie, ce sont les dispositions constitutionnelles consacrant un droit substantiel à un environnement sain, donc qui reconnaissent de façon expresse et claire et nette le droit à un environnement sain. En Afrique, les États qui ont reconnu un tel droit dans leur constitution sont au nombre donc de 35. Exemple, je cite la Constitution du Burkina, article 29, alinéa 1er, le droit à un environnement sain est reconnu. Point. Troisième catégorie de dispositions constitutionnelles, ce sont les dispositions qu'on trouve dans les constitutions qui consacrent un droit procédural à un environnement sain. Les États africains qui ont mis cette dimension dans leur constitution sont très peu nombreux. Ils sont seulement 7. Et je donne ici l'exemple de l'article 70, alinéa 1er de la Constitution du Kenya. Je cite: If a person alleged that a right to a clean and healthy environment recognized and protected under Section 42 is being or is likely to be denied, violated, infringed, or threatened, the person may apply to a court for redress in addition to any other legal remedies that are available in respect to the same matter. Fin de citation. Quatrième typologie, on a les dispositions constitutionnelles prévoyant une responsabilité ou une obligation individuelle de protéger l'environnement. Dans cette catégorie, on compte 29 États. Je donne ici l'exemple de l'article 70, alinéa 1er de la Constitution du Cap-Vert qui dit, je cite, « Tous les citoyens ont le devoir de protéger et de conserver l'environnement. » Enfin, la 5e catégorie, dans certaines constitutions, on a des dispositions fourre-tout de diverses règles qui sont favorables au droit à un environnement sain ou à l'environnement. Donc, c'est la catégorie fourre-tout. Et ici, je vais donner l'exemple de la Constitution du Niger, article 35, alinéa 3 et 4, qui dit que le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants étrangers, ainsi que tout accord irrelatif constitue un crime contre la nation puni par la loi. L'État veille à l'évaluation et au contrôle des impacts de tout projet ou programme de développement sur l'environnement. Fin de citation. Donc, lorsqu'on examine les constitutions des États africains, et c'est ce que j'ai fait dans ma thèse, j'ai lu toutes les constitutions des États africains, toutes les lois environnementales, tous les règlements qui se rapportaient à l'environnement, on se rend compte que 35 constitutions africaines reconnaissent le droit à un environnement sain. Donc, si on prend les 55 États membres de l'Union africaine,
47 États possèdent des constitutions qui font une référence quelconque à l'environnement. Il y a seulement 8 États, et peut-être 7 parce que la Libye, je pense qu'il y a un léger changement. Donc, il y a 8 États au moment où je faisais ma thèse dont les constitutions sont silencieuses par rapport à l'environnement. Ça veut dire que vous prenez la constitution de ces 8 États, il n'y a aucune référence quelconque à l'environnement. Il s'agit de Djibouti, le Libéria, l'île Maurice, le Botswana, la République arabe sahraoui, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et la Libye. Et comme je l'ai dit, dans le cas de la Libye, je pense qu'il y a une récente réforme qui a peut-être changé la donne. Donc, 8 à 7 États dont les constitutions sont silencieuses. Alors, en Afrique aussi, au-delà de cette reconnaissance constitutionnelle, il y a une reconnaissance législative très forte du droit à un environnement sain. Donc, à ce niveau, quand on regarde toutes les lois environnementales ou tous les codes de l'environnement en Afrique, on se rend compte qu'il y a 46 États au sein desquels il y a une loi environnementale ou un code de l'environnement qui reconnaît le droit à un environnement sain. Je donne ici l'exemple de la loi cadre marocaine numéro 92-12 du 6 mars 2014 portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable, dont l'article 3 dispose que, je cite, « Toute personne a le droit de vivre et d'évoluer dans un environnement sain et de qualité qui favorise la préservation de la santé, l'épanouissement culturel et l'utilisation durable du patrimoine et des ressources qui y sont disponibles, d'accéder à l'information environnementale fiable et pertinente, de participer au processus de prise de décision susceptible d'avoir un impact sur l'environnement. » Fin de citation. Autre exemple, je donne ici une loi rwandaise du Rwanda, donc la loi organique numéro 04/2005 du 8 avril 2005 portant modalité de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda, dont l'article 41 se lit « Les lois et les règlements en vigueur doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales. » En RDC, l'article 46 de la loi numéro 11-009 du 9 juillet 2009 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement dit ceci: « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre par toute voie de droit en action individuelle ou collective. » Donc, on trouve des lois et des dispositions législatives semblables dans 46 États. Voilà, je me limite à ces quelques exemples-là. Alors, on a vu donc que le droit à un environnement sain est reconnu au niveau international, au niveau régional, en Afrique de façon expresse et implicite, au niveau des États, aussi bien par la Constitution que par les législations. Mais qu'est-ce que ça signifie, le droit à un environnement sain? C'est quoi le contenu normatif? Quelles sont les implications juridiques de ce droit? Alors, je passe donc à un autre point, une autre section de cette présentation. S'agissant du contenu normatif, le droit à un environnement sain a une double signification. Donc, qui fait que c'est un droit qui a une double dimension. Donc, une dimension à la fois procédurale et une dimension substantive. Donc, ça a une signification procédurale et une signification matérielle de fond. Dans sa dimension substantive, le droit à un environnement sain signifie en fait qu'on a le droit d'avoir accès à un air pur, à un climat sûr et stable, à de l'eau potable, à un assainissement adéquat, à une alimentation saine et produite de manière viable, à des environnements non toxiques et pollués dans lesquels donc on peut travailler, étudier, s'amuser et tout faire, ainsi donc qu'à une biodiversité et à des écosystèmes sains. C'est ça le contenu matériel du droit à un environnement sain. Avoir un droit donc à un environnement sain signifie le droit de vivre dans un climat sûr, dans un environnement tout simplement qui n'est pas pollué et qui a une certaine qualité favorable à la santé humaine. La dimension procédurale signifie qu'en vertu de ce droit, tout citoyen a donc le droit d'accéder à l'information environnementale. Donc, cela permet par exemple d'avoir accès à la liste des contaminants ou des polluants qui sont rejetés dans la nature par une usine ou par une entreprise.
La dimension procédurale signifie également le droit de participation de chaque personne au processus décisionnel en matière environnementale. L'accès à la justice à travers des moyens de recours efficaces. Donc, s'il y a une usine ou une entreprise qui est en train de s'installer dans votre milieu de vie, vous avez le droit de participer à la prise de décision qui va permettre à cette usine-là de s'établir, d'autant plus que les activités de cette usine peuvent avoir un impact sur votre environnement. Enfin, donc, puisqu'il s'agit d'un droit de l'homme, d'un droit humain, cela signifie que ces différents éléments substantifs et procéduraux imposent des obligations donc de même nature, c'est-à-dire des obligations substantives et procédurales aux États, puisque les droits humains font naître à la charge des États des obligations. L'obligation de respecter, l'obligation de protéger, l'obligation de mettre en œuvre et l'obligation de donner plein effet aux droits humains, qui sont donc des obligations négatives pour l'obligation de protéger et des obligations positives pour les autres, c'est-à-dire qui imposent à l'État de prendre un certain nombre de mesures. C'est donc aux États de garantir ces éléments du droit à un environnement sain à travers leurs obligations négatives et positives qui résultent des droits humains. Le droit à un environnement sain, donc avec ce contenu normatif, avec cette signification juridique, a été critiqué. Je ne peux pas ne pas parler des critiques de ce droit, même si j'en suis un partisan. Il a été considéré par certains comme inutile, puisque certains dans la doctrine considèrent que les droits humains qui sont déjà reconnus sont suffisants à protéger l'environnement, parce qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau droit autonome selon ces auteurs-là. On parle dans la doctrine de verdissement des droits humains, des droits de l'homme. Certains disent que les droits humains qui existent déjà ont une dimension environnementale, donc on n'a pas besoin de reconnaître un nouveau droit autonome. Par exemple, ces auteurs disent qu'on peut utiliser le droit à la vie. Dans le droit à la vie, il y a tout. On peut utiliser le droit à la santé, on peut utiliser le droit à la vie privée, etc. Donc, ces auteurs considèrent que ces droits ont une dimension donc, environnementale. On parle de verdissement des droits humains, donc on n'a pas besoin d'un droit autonome. D'autres estiment qu'on peut même utiliser des droits procéduraux qui existent, notamment ceux qui sont reconnus par le Pacte international sur les droits civils et politiques, tels que la liberté d'expression, le droit d'accès à l'information de façon générale ou le droit d'accès à la justice de façon générale. Certains considèrent que ces libertés-là suffisent à protéger l'environnement. Donc, on n'a pas besoin de reconnaître un nouveau droit autonome, un stand-alone right. Mais comme on vient de le voir, la tendance mondiale, que ce soit aux Nations Unies ou au sein des États, est de reconnaître un droit humain autonome à un environnement sain. Voilà. Donc, le droit à un environnement sain, il est aussi critiqué pour son anthropocentrisme. Là, c'est la mode, hein, les écologistes, beaucoup qui sont dans des perspectives écologistes, biocentristes, considèrent que le droit à un environnement sain est anthropocentrique, parce que ça ne prend pas suffisamment en compte la nature, les écosystèmes, la biodiversité, et que c'est un droit qui est reconnu dans une perspective utilitariste, dans la mesure où ce droit est reconnu juste pour les êtres humains, mais que ce droit ne permet pas de protéger la biodiversité et tous les différents écosystèmes. Moi, j'ai envie de leur dire, et c'est ce que je dis dans certains de mes articles, si c'est un droit humain, un droit de l'homme, c'est normal que ça soit anthropocentrique parce que tous les droits humains sont anthropocentriques. Et d'ailleurs, c'est l'environnement qui doit être sain et non les humains. Et quand l'environnement est sain, c'est aussi bien pour l'humain que pour la nature en général. Voilà. Et c'est ce qui a poussé certains à développer de plus en plus l'idée qu'il faut accorder des droits à la nature. Donc, aujourd'hui, on parle de reconnaissance des droits à la nature. Il y a des États qui sont déjà très avancés, l'Équateur, la Bolivie, où dans la Constitution, c'est mis que la nature est un sujet de droit. La nature est une personne juridique qui a des droits. Moi, j'ai encore une fois de dire, et je le dis dans un de mes articles, que la nature, ça c'est anthropocentrique pour moi, que des êtres humains, que nous nous asseyons pour dire que la nature a des droits, c'est anthropocentrique. Parce qu'en réalité, la nature n'attend pas qu'on lui accorde des droits pour qu'un arbre pousse dans la forêt, pour qu'une antilope mette bas. Ce sont des droits naturels qui existent dans une perspective juste naturaliste et qui appartiennent à la nature. Donc, le fait que nous voulions donner des droits à la nature signifie que on considère plutôt que si on ne voit pas la nature comme des personnes juridiques, comme des fictions, elles ne peuvent pas être protégées. Et moi, je trouve que ça, c'est aussi dommage. Et dans un article que j'ai écrit qui s'intitule « Les concepts de
patrimoine et des personnalités juridiques à l'épreuve de la crise écologique, j'apporte une critique plus solide donc, à ces perspectives-là. Alors, le droit à un environnement sain, pour moi, nous permet de nous concentrer sur les humains. Parce que même si on décide d'attribuer des droits à la nature, à la fin de la journée, eh bien, on aura besoin d'une médiation humaine parce qu'un arbre, une rivière, un animal ne va pas se rendre devant le juge. Il a besoin d'un gardien, il a besoin d'un représentant qui est un humain. Alors, pour moi, il faut mettre l'accent sur les humains parce que c'est nous, les humains, qui avons une grande responsabilité dans la crise environnementale. Donc, le problème, c'est nous, c'est les humains. Alors, la solution, à mon sens, devrait être dirigée vers le problème, donc les humains, en nous donnant des droits, mais aussi des responsabilités vis-à-vis de l'environnement. Alors, ça, c'était ma petite parenthèse pour mettre en avant ma perspective. Alors, le droit à un environnement sain, donc, fait en sorte que n'importe quel citoyen titulaire de ce droit puisse agir pour protéger donc la qualité de l'eau, l'environnement, l'énergie, les forêts, les arbres, etc., etc. Eh bien, cette double dimension, ce double contenu normatif est confirmé par la jurisprudence. Donc, je ne parle pas dans le vide et je vais donner quelques exemples donc, de jurisprudence qui ont confirmé ce contenu normatif-là. Au niveau régional, donc je vais prendre un exemple au niveau régional, au niveau sous-régional et au niveau des États. Il y en a beaucoup, mais on ne peut pas passer à travers de tout ça. Au niveau régional, la Commission d'abord africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie de plusieurs affaires mettant en cause ce droit de l'homme-là à un environnement sain. Elle n'a cependant eu l'occasion de se prononcer dans le fond sur le droit à un environnement sain que dans quelques rares affaires, parce que la plupart des affaires ont été frappées d'irrecevabilité ou ont simplement été radiées du rôle de la commission pour défaut de diligence. Mais des affaires mettant en cause le droit à un environnement sain, c'est-à-dire l'article 24 de la Charte, la commission a eu l'occasion de rendre une décision sur le fond dans une affaire qui a opposé le Nigeria, qu'on appelle l'affaire du peuple Ogoni. Donc, c'est l'affaire CERAC et CSR contre le Nigeria. Donc, c'est deux ONG de défense des droits humains qui ont attaqué l'État du Nigeria devant la Commission africaine. Dans cette affaire, donc, ces deux ONG-là allèguent que l'État du Nigeria a violé le droit à la santé et le droit à un environnement sain du peuple Ogoni en permettant à l'entreprise pétrolière Shell donc, de faire ses activités sans prendre un certain nombre de précautions environnementales. Alors, répondant donc à cette demande, voilà ce que la Commission dit, la Commission africaine, je cite, « L'article 24 de la Charte, donc qu'on vient de voir qui concerne le droit à un environnement sain, requiert de l'État de prendre des mesures raisonnables et d'autres mesures pour prévenir la pollution et la dégradation écologique, favoriser la préservation de l'environnement et garantir un développement écologiquement durable et l'utilisation des ressources naturelles. » Paragraphe 52 de la décision. Je vais aussi citer le paragraphe 53. Je cite, « Le respect par le gouvernement de l'esprit des articles 16 et 24 de la Charte africaine doit également inclure le fait d'ordonner ou au moins de permettre la surveillance scientifique indépendante des environnements menacés, d'exiger et de publier des études sur l'impact social et environnemental avant tout développement industriel majeur, d'entreprendre la surveillance appropriée et d'informer les communautés exposées aux activités et produits dangereux et d'offrir aux individus la possibilité d'être entendus et de participer aux décisions relatives au développement affectant leur communauté. » Fin de citation. Donc, on voit bien ici que la Commission reconnaît qu'il y a une dimension procédurale et substantielle, la dimension procédurale consistant à impliquer les populations. Donc, le peuple Ogoni aurait dû être consulté et impliqué dans la prise de décision pour que l'entreprise Shell donc s'installe dans leur communauté. La Commission confirme donc de ce fait la double dimension du droit à un environnement sain qui a été violée dans son ensemble par le gouvernement fédéral du Nigeria à raison donc de la pollution de l'environnement d'une part et de la dénégation donc des droits procéduraux au peuple Ogoni. On peut aussi se référer à d'autres affaires devant la Commission, notamment l'affaire du Front de libération de l'État de Cabinda contre la République d'Angola ou l'affaire du peuple andorois contre le Kenya, dans lesquelles le droit à un environnement sain a été évoqué, mais où la Commission a considéré que ce droit n'avait pas été violé.
Si on prend l'exemple de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, malheureusement, elle n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur le fond de l'article 24. Un rappel, la charte, la Cour africaine est fonctionnelle il n'y a pas très longtemps, donc elle n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur l'article 24. Toutefois, dans une affaire, l'affaire du peuple Ogiek, dans laquelle il n'y avait aucune revendication, aucune allégation sur la violation du droit à un environnement sain, la Cour fait un obiter dictum. Donc, un obiter dictum, c'est un soit dit en passant. Donc, si vous voulez, c'est un hors-sujet que la Cour fait sur quelque chose qu'on ne lui a pas demandé. Donc, la Cour fait un obiter dictum après avoir rappelé sa définition extensive de la notion du peuple. La Cour considère que le droit à la paix, le droit à un environnement sain sont reconnus en cas de besoin spécifiquement aux groupes et aux communautés ethniques qui composent la population d'un État donné. Fin de citation. Alors, au niveau sous-régional, il y a aussi des décisions importantes qui ont porté sur le droit à un environnement sain, telles que l'affaire African Network for Animal Welfare contre la République de Tanzanie devant la Cour de justice de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Et encore une fois, une affaire Rights and Accountability Project contre Federal Republic of Nigeria, contre encore le Nigeria, cette fois-ci devant la Cour de justice de la CEDEAO, qui constituent donc, à mon sens, les précédents les plus importants pour la défense du droit à un environnement sain. Au sein des États aussi, il y a une confirmation jurisprudentielle du contenu normatif et de la reconnaissance du droit à un environnement sain. Il y a des décisions qui sont rendues par diverses juridictions relativement au droit à un environnement sain, même si, il faut le reconnaître et le relever ici, le prétoire des tribunaux africains demeure très pauvre en matière de jurisprudence environnementale. Certains auteurs dans la doctrine parlent même d'un manque de vitalité juridictionnelle du droit à un environnement sain, en dépit donc de la consécration des droits environnementaux par les législateurs nationaux, comme on vient de le voir. Donc, cela dit, on trouve des décisions intéressantes dans certains États, comme ceux que vous voyez sur la slide, le Nigeria. Le Nigeria, il y a eu beaucoup de décisions contre lui, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Bénin, etc. Il y a un certain nombre d'États comme ça. Je vais vous donner ici un seul exemple sur le Bénin. En 2002, dans une affaire de troubles de voisinage résultant d'odeurs pestilentielles provenant d'un poulailler installé contre son mur mitoyen, M. Eugène Komlan Boya a porté plainte contre le ministre de la Santé publique, de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, et aussi contre son voisin, donc M. Daouetou Innocent, pour violation de l'article 27 de la Constitution, en raison de l'installation d'un poulailler contre son mur. Donc, ce monsieur, en plein centre-ville, a mis un poulailler dans sa maison, donc, et qui dégageait des odeurs pestilentielles. Or, on vient de le voir, l'article 27 de la Constitution du Bénin consacre un droit humain à un environnement sain en ces termes. Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable. Donc, à raison de la pollution subie donc par M. Eugène et de sa famille, la Cour constitutionnelle du Bénin a jugé que, et je cite, l'implantation d'une exploitation de volailles au milieu des agglomérations viole l'article 27 de la Constitution. Elle précise que le droit à un environnement sain ne saurait s'accommoder d'un certain seuil de pollution. Et ici, il s'agissait de pollution donc, par l'odeur. Voilà. En l'espèce, je cite encore la Cour constitutionnelle du Bénin, cette exploitation de volailles imposait aux membres de sa famille et à Eugène lui-même la respiration d'un air pollué qui leur créait de façon permanente depuis 9 mois des affections pulmonaires et obligeait ses visiteurs souvent indisposés à quitter la demeure sans épuiser l'objet de leur visite. Fin de citation. Plus récemment encore au Bénin, le 1er juillet 2022, M. Urbain Atia et autres personnes ont mis en cause, ont saisi la Cour constitutionnelle contre des opérateurs de téléphonie mobile, Move Africa et MTN Bénin, encore une fois pour violation du droit à un environnement sain, parce qu'ils avaient installé des pylônes donc, de téléphonie mobile, y compris un sur la dalle d'une des personnes qui fait partie des requérants. Et la Cour constitutionnelle du Bénin a conclu cette fois-ci, à l'absence de violation du droit à un environnement sain,
considérant que les installations mises en place par l'opérateur avaient été retirées à partir du moment où les plaignants ont commencé à se plaindre. Donc, pour la Cour constitutionnelle, le grief allégué n'était plus avéré. Voilà. Donc, en fait, les requérants dénonçaient l'installation anarchique et illégale des antennes des opérateurs de téléphonie mobile dans un quartier béninois de la commune d'Abomey-Calavi et donc sur la dalle de l'un d'eux. Et ils soutenaient également que ces antennes-là étaient source de pollution sonore, de diffusion de radiations dangereuses et nuisibles pour la santé et l'environnement. Mais en l'espèce, la Cour constitutionnelle n'avait pas conclu à la violation de ce droit. Donc, voilà donc ce que je voulais vous présenter dans la première partie de mon propos qui concerne le cadre juridique donc, du droit à un environnement sain en Afrique. Donc, comme on le voit, c'est un cadre juridique très fourni. Alors, dans une deuxième partie maintenant, je voudrais partager avec vous quelques réflexions et propositions que j'ai faites ça et là dans des articles ou à des colloques pour montrer que le droit à un environnement sain offre quand même des perspectives intéressantes, particulièrement dans le contexte de l'Afrique. Puisqu'il est fortement reconnu, comme on vient de le voir, pour moi, le droit à un environnement sain peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes et de contribuer au solutionnement donc, de plusieurs défis mondiaux. Ici, je vais vous présenter 3 points rapidement. Le droit à un environnement sain et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je pense que le droit à un environnement sain peut contribuer à la réalisation de l'agenda 2063 dans ses ambitions environnementales. Je vais vous parler aussi de la relation qu'on peut établir entre le droit à un environnement sain et la migration environnementale. Et enfin, je vais terminer par la relation qu'on peut établir entre ce droit et la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la perte de la biodiversité et aussi le développement durable. Donc, commençons par l'agenda 2063 de l'Union africaine et le droit à un environnement sain. Alors, très rapidement, c'est dans le cadre de la déclaration solennelle des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à l'occasion des célébrations du jubilé d'or de l'OUA, devenue donc Union africaine depuis 2002, que l'agenda 2063, donc 2063 de l'Union africaine, intitulé « L'Afrique que nous voulons », a été adopté en janvier 2013. De quoi s'agit-il? C'est un ensemble de 7 aspirations qui s'inscrivent dans la vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Je cite. Les différentes aspirations donc, de ce programme-là, de cet agenda, doivent être mises en œuvre dans le cadre de 5 plans décennaux, dont le premier est arrivé à échéance en 2023. Donc, il y a le plan décennal 2013-2023, 2023-2033, 2033-2043, 2043-2043 et 2043-2053, 2053-2063. Alors, l'aspiration 1 est intitulée Afrique prospère, basée sur sur la slide, ce n'est pas très visible, mais Afrique prospère, basée sur une croissance inclusive et un développement durable. Elle est constituée donc dans le cadre du premier plan décennal de 2013 à 2023. Cette première aspiration était constituée donc de 7 objectifs, dont le 7e, justement, soulignait l'attachement de l'agenda 2063 aux enjeux environnementaux actuels, en postulant pour l'Afrique, je cite, des économies et des communautés durables du point de vue de l'environnement et résilientes au changement climatique. Parmi les actions à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'agenda 2063, il est mentionné que les États s'engagent à donner la possibilité à tous les Africains d'avoir un logement décent et abordable dans un environnement propre, sûr et bien organisé. Eh bien, comme vous pouvez le constater, en dépit donc de cette référence au droit à un environnement sain et d'autres références donc aux enjeux environnementaux et à la lutte contre les changements climatiques, l'environnement a malheureusement été le parent pauvre de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063. Quand vous lisez tous les rapports de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063,
les statistiques en matière d'atteinte des objectifs environnementaux sont très faibles. Ainsi, par exemple, on a vu la mise en œuvre de l'accord ZLECAf qui ne mentionne pas la protection de l'environnement comme objectif majeur. Dans l'accord ZLECAf, les seules allusions aux enjeux environnementaux le sont à travers la promotion d'un développement socio-économique inclusif et durable. Il y a aussi une référence à l'environnement dans le préambule de l'accord ZLECAf. Il y a eu un protocole à l'accord ZLECAf sur le commerce des marchandises qui ne fait pas mieux, puisque la question environnementale est seulement invoquée dans ce protocole-là sous forme d'exception générale permettant aux États de protéger les espèces végétales et les ressources épuisables. Même si le projet de protocole sur les investissements, donc, qui n'est pas encore entré en vigueur, qui est aussi un protocole additionnel à l'accord ZLECAf, met la durabilité au centre des transformations économiques et essaie de prendre en compte les enjeux environnementaux. À mon humble avis, cela est encore timide au regard de l'ancrage du droit à un environnement sain dans toute l'Afrique, comme on vient de voir. C'est même paradoxal, selon moi, que tout ce cadre juridique africain-là, relatif au droit à un environnement sain, ne soit pas suffisamment reflété dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je propose donc de mieux prendre en compte ce droit dans la seconde décennie. On vient de débuter la seconde décennie. On en a jusqu'en 2033. Je propose donc qu'on prenne davantage en compte ce droit à un environnement sain. L'avantage étant qu'on n'a même pas besoin de nouveaux instruments. Il suffit d'appliquer et de mettre en œuvre les textes qui existent déjà. Donc, je viens de vous montrer qu'il y a plusieurs textes qui existent. Il suffit donc de les mettre en œuvre, de les appliquer. Ainsi donc, à mon humble avis encore, le droit à un environnement sain peut permettre à l'agenda 2063 d'atteindre ses objectifs environnementaux et de développement durable. Alors, autre perspective ou possibilité que je vois pour le droit à un environnement sain en Afrique, c'est par rapport à la migration environnementale. Alors, de plus en plus, vous entendez parler des concepts de réfugiés climatiques, de réfugiés écologiques, de réfugiés environnementaux, et j'en oublie, mais qui ne sont en réalité que des néologismes qui divisent, ou du moins qui ne font pas l'unanimité, puisque juridiquement, en droit international, mais aussi en droit interne, le terme réfugié n'est applicable qu'à une personne, et je cite, qu'à une personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Fin de citation. C'est l'article 1er donc de la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié qui donne cette définition. En Afrique aussi, on a une convention spécifique sur le statut des réfugiés. C'est la convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, qui dit aussi à son article 1er que le réfugié est, et je cite, toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité. Fin de citation. Comme on peut le constater, ces deux principaux instruments qui traitent du statut et de la protection des personnes qui franchissent une frontière internationale excluent de leur champ définitionnel les raisons relatives aux catastrophes climatiques et environnementales. Autrement dit, si vous avez fui votre pays en raison d'une catastrophe environnementale, vous n'avez pas le droit au statut de réfugié et la protection qui vient avec. Il faut avoir fui votre pays en craignant avec raison d'être persécuté pour les 5 motifs conventionnels, soit à cause de votre religion, de la nationalité, des opinions politiques, etc. Cependant, je dois quand même nuancer mes propos, puisque la Convention de l'OUA est quand même plus large dans sa définition, dans la mesure où son libellé semble couvrir les personnes forcées
de se protéger des effets d'une rupture de l'environnement qui menace l'ordre public. Donc, par conséquent, et stricto sensu, le réfugié est la personne qui entre dans les définitions de la Convention de Genève et de celle de l'OUA, en tout cas dans le contexte africain. Ce qui donc exclut les personnes qui franchissent une frontière internationale en raison de catastrophes climatiques ou environnementales, sauf si, dans le cas de l'Afrique, cela conduit à une menace pour l'ordre public. Ainsi donc, les expressions réfugiés climatiques, réfugiés écologiques, réfugiés environnementaux sont rigoureusement parlant des abus de langage, parce qu'on ne peut pas être réfugié pour une raison environnementale. Cela dit, dans le contexte africain, moi je pense que les personnes qui franchissent une frontière internationale pour des raisons liées à des catastrophes environnementales ou climatiques peuvent invoquer tout simplement le droit à un environnement sain dans le pays d'accueil pour obtenir une protection au regard de leurs droits humains menacés. Cela obligerait le pays d'accueil à respecter, à protéger et à mettre en œuvre le droit à un environnement sain qui, dans sa dimension substantive, signifie, comme on l'a vu, leur garantir un environnement d'une qualité non préjudiciable à leurs droits humains. Concrètement, à supposer que des Burkinabés fuient une catastrophe environnementale et arrivent en Côte d'Ivoire. Pour moi, ils peuvent, et c'est une proposition que j'ai défendue dans un symposium sur la mobilité internationale à Dakar, que j'ai aussi mis dans les actes du colloque qui vont paraître sous peu. Je pense que donc ces Burkinabés-là peuvent invoquer tout simplement le droit à un environnement sain devant les autorités ivoiriennes. Et celles-ci auraient, à mon sens, l'obligation d'accéder à cette demande-là en les traitant de façon humanitaire, parce que non seulement la Côte d'Ivoire a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole de Maputo, mais encore, elle reconnaît le droit à un environnement sain dans sa constitution. Après, il y a des questions techniques. Je fais des propositions d'impliquer la diaspora, d'impliquer les consulats, les ambassades. Bon, je n'ai pas le temps de développer ça ici, mais pour moi, ça peut être une piste plutôt que de rechercher un statut qui n'existe pas, qui est celui de réfugié environnemental. D'ailleurs, certains ont proposé dans la doctrine qu'il faut ajouter, qu'il faut modifier la Convention de Genève ou le protocole pour inclure la raison environnementale. Bon, on le sait, c'est difficile d'adopter des accords internationaux, surtout en ce moment, dans un contexte où les droites et les extrêmes droites ont le vent en poupe partout. Je ne pense pas que ça, c'est quelque chose qui va arriver facilement. Alors, moi, je donne la piste du droit à un environnement sain. Donc, pour moi, le droit à un environnement sain offre l'opportunité de repenser et de réinventer même le droit international des droits humains, particulièrement, j'insiste, en Afrique, par une interprétation qui permet donc d'appréhender la complexité des migrations environnementales ou climatiques. En définitive, et c'est ça le point le plus important, c'est moins le statut que la protection effective des personnes qui franchissent une frontière internationale étatique en raison donc de catastrophes environnementales et climatiques qui importent le plus. Donc, qu'on ait un statut ou pas, à la fin de la journée, on va être protégé, on veut avoir un abri parce qu'on a perdu sa maison. Donc, au regard des prévisions en la matière pour le continent africain, les rapports du GIEC sont alarmants par rapport à l'Afrique, par rapport aux migrations environnementales. Je pense, en toute humilité, que le droit à un environnement sain mérite une attention particulière comme perspective de protection. Ce ne sont que des propositions que je fais en invitant justement d'autres personnes à poursuivre et à renforcer la réflexion sur cette proposition. Alors, pour terminer, ici, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, alors je vais aller vite. Je veux seulement souligner le travail remarquable des différents rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur les droits humains et l'environnement qui ont montré les relations entre les droits humains de façon générale et le droit et l'environnement de façon générale et le droit à un environnement sain de façon particulière, mais aussi certains enjeux tels que les changements climatiques, la perte de la biodiversité et le développement durable. En clair, dans des rapports documentés, donc j'ai mis quelques titres de rapports ici sur la slide, dans ces rapports-là, ces rapporteurs spéciaux des Nations Unies considèrent que le contenu normatif du droit à un environnement sain a le potentiel de solutionner, par exemple, la crise des changements climatiques, la perte de la biodiversité. Et en 2022,
l'expert, le rapporteur spécial a considéré que le droit à un environnement sain est un catalyseur pour le développement durable. Donc, c'est le droit à un environnement sain qui peut permettre au développement durable et aux 17 ODD à l'horizon 2030 de se réaliser. Alors, dès lors, il me semble que pour la survie, donc qui suppose de passer à travers la crise climatique, la perte de la biodiversité, et pour le développement, donc qui suppose le développement durable, pour moi, il est impératif de garantir à toutes et à tous le droit à un environnement sain. Le droit à un environnement sain, donc, a le potentiel, à mon humble avis, de résorber la crise climatique, la perte de la biodiversité et de permettre la réalisation du développement durable. C'est en cela qu'il offre des perspectives intéressantes, notamment dans le contexte africain où le droit à un environnement sain est très fortement ancré dans le droit positif africain. Alors, en guise donc de conclusion, je vous ai présenté le cadre juridique très fourni du droit à un environnement sain en Afrique à plusieurs échelles, en n'ayant pas été exhaustif pour les raisons donc, du temps qui m'était imparti. Et aussi, je considère, ça ce sont des réflexions qui sont toujours menées à mon niveau, que le droit à un environnement sain est en train de devenir une matrice conceptuelle, ou si vous voulez, un outil qui, dans le contexte africain, offre des perspectives intéressantes relatives aux grands enjeux contemporains. Donc, renforcer le droit à un environnement sain et en faire une garantie fondamentale a le potentiel de changer le monde et surtout de changer l'Afrique. Je vous remercie pour votre écoute. Je m'arrête là. Merci. Vous pouvez ouvrir vos micros, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. J'étais bloqué par le système d'activer mon micro et c'est tout. Je vais dire grandement merci aux conférenciers qui vient de nous livrer son propos linéaire. À titre personnel, ce fut un régal et je pense que si on était dans une salle, ça devrait être une stand innovation. Donc, merci beaucoup pour ce propos fort riche, surtout aussi intéressant. Donc, je pense que c'est la phase de l'action. Si le conférencier nous permet aux participants d'interagir avec lui, on va prendre quelques questions. Je vous prie de vous présenter, pour ceux qui veulent lui poser des questions, de vous présenter succinctement et de poser votre question de manière succincte également. Merci donc. Le micro est à qui, la parole est à qui veut bien la prendre. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour à vous. Voilà, oui. Je suis maître d'Almeida du barreau du Gabon. Donc, j'ai suivi vraiment avec joie et surtout, c'était vraiment aisé de le suivre. Et moi, pour ma part, j'ai retenu beaucoup de choses. Mais une question, après avoir écouté le conférencier, une question me vient à l'esprit. Vous avez dit qu'on a droit à un environnement sain, le droit de vivre sainement dans un environnement qui n'est pas pollué. Mais aujourd'hui, est-ce que vraiment avec le changement climatique qu'on connaît, on peut vraiment avoir la maîtrise de l'environnement?
Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les individus peuvent vraiment agir contre ceux qui polluent pour avoir droit à un environnement sain devant la Cour africaine des droits de l'homme, dans la mesure où beaucoup d'États n'ont pas signé le protocole créant la Cour. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Alors, merci. J'ai fini. Parfait. Est-ce que je réponds à cette question? Alors, je vais répondre à cette question. Merci, Maître, pour vos questions. Je pense que je vais commencer par la deuxième qui me semble être la plus facile pour moi. Est-ce qu'on peut agir devant la Cour africaine parce que beaucoup d'États n'ont pas ratifié le protocole qui institue la Cour? Oui, si les États n'ont pas ratifié le protocole ou n'ont pas reconnu la compétence de la Cour, c'est difficile pour les citoyens de ces États d'agir devant la Cour. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la justice, la Cour africaine vient comme une couche supplémentaire. Les citoyens doivent d'abord demander la justice à leur État. C'est d'abord à l'État de rendre justice à ses citoyens. On ne va devant les instances internationales et régionales que lorsqu'on a épuisé toutes les voies de recours au sein de son État, sans avoir eu justice. Donc, pour moi, les citoyens doivent d'abord saisir leurs États pour demander justice avant de se poser la question si on peut aller devant la Cour africaine ou pas. Et c'est justement, pour moi, là où le bas blesse, parce que avec notre culture de ne pas avoir toujours recours à la justice, de vouloir régler les choses à l'amiable, de demander pardon. Il y a très peu de personnes qui saisissent les juridictions déjà au sein des États. Et je l'ai dit dans mon propos, devant les juridictions au sein des États, il y a très peu de décisions qui concernent les questions environnementales pour plusieurs raisons, soit parce que les citoyens ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas que le droit à un environnement sain existe, ou parce qu'ils n'ont pas recours à la justice de leur pays, peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance, qu'ils n'ont pas les moyens. Les raisons peuvent être multiples, mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord au sein des États qu'il faut saisir la justice avant de se pourvoir au niveau régional ou international. On l'a vu, au Bénin, des décisions ont été rendues. Dans un certain nombre d'États, il y a des décisions qui existent parce que des citoyens ont saisi la justice de leur pays. Par rapport à la première question, est-ce qu'on peut avoir la maîtrise de l'environnement? Bonne question. Je ne sais pas. Les climatologues font des prévisions par rapport à ce qui peut arriver si on ne se conforme pas à l'accord de Paris, si on ne maintient pas les émissions de GES à moins de 2 degrés Celsius et surtout à 1 degré Celsius. Il y a des prévisions qui existent, mais par rapport à la maîtrise de l'environnement, je ne sais pas. Je sais que chez nous, les Sawadro peuvent appeler la pluie, mais bon, je ne sais pas par quelle technique, si c'est une maîtrise de l'environnement ou pas, mais honnêtement, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Et puis, est-ce que vous pouvez nous communiquer la jurisprudence, notamment, j'aimerais avoir celle du Bénin D'accord, pas de problème. sur le poulailler. D'accord, je vais partager ça avec le professeur Robinson. Merci. D'accord, Okay. merci. On va prendre également une autre question. Il y a Maître Khan qui lève la main là. Maître Khan. Oui, professeur. Allez-y. Oui, allez, posez votre question, M. Khan. Voilà. Merci, M. Ouedraogo. Merci à M. Gimfak pour sa contribution. Au professeur Ouedraogo également pour son brillant exposé. Il a beaucoup parlé, il a parlé de façon pertinente. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de lui demander de revenir à Afrique. Puisque quand vous faites, il faut revenir en Afrique, servir votre pays et les continents africains. Ça, c'est la première remarque. Donc, la seconde remarque est que j'ai vu que parmi les perspectives du droit à un environnement sain en Afrique, vous avez évoqué un agenda pour 2063. Dans cet agenda, il est question de garantir, les États africains ont pris l'engagement de garantir un logement et un environnement sain. Ce que nous constatons en Afrique, c'est qu'il y a
c'est le respect de cet engagement en ce qui concerne le logement. Puisqu'on voit les immeubles qui brûlent de partout. Les forêts sont en train d'être remplacées par le béton. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que nos États ont pris les précautions, les dispositions qu'il faut pour au moins reboiser les forêts lorsqu'ils remplacent une forêt par des immeubles ou bien par une cité? Parce que le remplacement d'une forêt par une cité ou bien par des immeubles, ça ne participe pas à l'établissement, à la protection d'un environnement sain. Donc, c'est deux choses apparemment qui sont contradictoires et j'aimerais bien avoir des éclaircissements. Je vous remercie. Je vous rappelle que je suis Baboucar Kane du Sénégal. Parfait, merci beaucoup, Maître Kane. Par rapport à votre premier point, revenir en Afrique, ben, je suis en Afrique. Vous savez, le monde est aujourd'hui un village planétaire. On n'a pas besoin d'être en Afrique pour servir l'Afrique. En tout cas, je pense que je continue de servir l'Afrique. J'ai fait ma thèse sur l'Afrique, j'écris beaucoup sur l'Afrique et voilà, je suis en train de discuter avec des Africains. À chaque fois que j'ai l'occasion de faire quelque chose pour l'Afrique, je le ferai. S'il y a la place au Sénégal, dites-moi, je viendrai au Sénégal. Voilà. Alors, par rapport à l'agenda 2063 et pour le logement, il faut dire que l'agenda 2063, c'est un engagement politique des États. Donc, c'est un agenda, c'est un programme. Ce n'est pas un document juridiquement contraignant que les États ont adopté en 2013. Donc, c'est un programme. C'est un peu comme le programme des Nations Unies à l'horizon 2030 sur les ODD. Donc, c'est un engagement politique que les États ont pris. Donc, ça ne les contraint pas juridiquement, mais c'est quand même eux qui ont décidé de prendre cet engagement politique-là. Cela dit, par rapport au logement, est-ce que les États prennent les dispositions qu'il faut pour reboiser, pour qu'il y ait moins de béton et plus de forêts? Certainement pas. Et c'est sûr qu'il ne faut pas attendre de l'État qu'il fasse tout ce qu'il doit faire. C'est en cela qu'il faut des citoyens aussi engagés, éclairés, qui connaissent leurs droits pour mettre la pression sur les États. Si vous voyez, la plupart des affaires qui se sont retrouvées devant la Commission ou la Cour africaine, c'est l'action d'ONG ou de citoyens très engagés qui ont mis la pression, qui ont refusé de se taire et qui ont rappelé à l'État justement ses obligations. Donc non, les États ne font pas ce qu'il faut. Pourtant, les textes sont clairs. La Constitution sénégalaise reconnaît le droit à un environnement sain. Le Code de l'environnement sénégalais reconnaît le droit à un environnement sain. Donc, si des immeubles poussent, ben, c'est peut-être parce que aussi, parfois, les citoyens ne jouent pas aussi leur rôle. Moi, je pense qu'il faut de plus en plus recourir à notre justice, aux institutions judiciaires de nos pays pour régler certaines questions. Souvent, les gens vont peut-être se contenter de prendre une indemnisation et puis bon, ils laissent faire, mais à la longue, ça nuit à toute la communauté, ça nuit à tout le continent. Donc, je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse, mais voilà ce que je pourrais dire par rapport à... Je suis satisfait, professeur. Je suis satisfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Kane. Nous allons prendre la question de Maître Kitanga qui s'est aligné depuis. Maître Kitanga, votre question. Alors, si Maître Kitanga n'est pas avec nous, nous allons prendre la question de M. Aboubaka. M. Aboubaka, posez votre question. Ok, et bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Ok, parfait. Et merci à Dr. Roland pour cette brillante présentation. Et dans votre présentation, Monsieur Ouedraogo, vous avez parlé des perspectives. Et effectivement, vous venez de rappeler qu'il y a certains engagements politiques comme l'agenda 2063, certaines résolutions au plan international. Bon, et lorsqu'on analyse le texte juridique même contraignant, et notamment des textes que je n'ai pas entendu citer comme les lois régissant les contrats de partenariat public-privé dans nos États africains ou les codes miniers récents même de 2023, j'imagine, régional de l'UEMOA par exemple. Et plus généralement, au-delà de ce texte, il y a les constitutions de ces États que vous avez exploré, exploité, expliqué vraiment dans le cadre de votre thèse et dans cette présentation. On constate qu'il s'agit de droits vraiment programmatoires, c'est-à-dire des principes juridiques dont le respect n'est pas toujours assuré en pratique dans nos États africains.
Aujourd'hui, il est indéniable que la Chine exerce une influence croissante sur le monde et plus particulièrement sur l'Afrique. Je n'ai rien contre de tout cela, c'est la quête de profit. Mais quand vous prenez l'exemple de la loi de 1982 en Chine sur la protection de l'environnement, elle comporte des règles impératives que tout investisseur doit respecter sur les territoires chinois. Ces exemples montrent qu'en Afrique, les enjeux environnementaux ne constituent pas une priorité pour les décideurs. Et cela m'amène à être d'accord avec vous que c'est l'inaction souvent des personnes qui subissent les préjudices, qui sont les citoyens. Mais on ne va pas attendre la réparation ou bien l'action de la part de nos États, c'est aux citoyens de le faire. Alors, est-ce qu'il y a un moyen, surtout quand on tient compte du degré de mentalité et d'instruction des citoyens africains et pour la saisine de la justice, est-ce que ce ne serait pas mieux d'émerger peut-être un mouvement pour sensibiliser d'abord les sociétés civiles qui pourraient à leur tour peut-être attirer ou sonner l'alarme au niveau des États pour que cette inaction soit vraiment dégagée et que bon, les textes contraignants soient respectés. Ça, je demande si vous partagez le même point de vue. Est-ce que l'action ne serait pas mieux de sensibiliser d'abord les sociétés civiles que d'attendre à ce que des citoyens de manière particulière agissent en justice? Merci beaucoup. Alors, merci pour vos commentaires et la question. Oui, je suis totalement d'accord. Et je pense que ça existe déjà, hein, des associations pour la protection de l'environnement ou des sociétés civiles qui ont un volet environnemental. Ça existe déjà en Afrique. Moi, je sais que j'ai déjà donné aussi une présentation sur le droit à l'environnement. C'est un des amis qui a une structure au Burkina m'avait invité. J'avais donné aussi une présentation. Beaucoup de gens étaient surpris. Ils ne savaient même pas que le droit à un environnement, ça existe au Burkina. Donc, ça existe. Est-ce qu'il faut peut-être renforcer cela? Il faut peut-être faire plus de sensibilisation. Comme vous l'avez dit, effectivement, dans les contrats privés de partenariat économique, justement, c'est là où le bas blesse. Et je n'ai pas eu le temps de beaucoup développer, mais dans l'article que j'ai soumis pour les actes, dans un article que j'ai soumis récemment, justement, je demande aux États africains dans le cadre de la ZLECAf, de s'inspirer de l'ASEUM. Vous connaissez l'ASEUM, donc cet accord entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Moi, j'invite les États africains à s'inspirer de cet accord-là qui a mis de façon contraignante l'obligation de protéger l'environnement. Or, chez nous, on vient d'adopter l'accord de la ZLECAf, on vient d'adopter le protocole sur les marchandises, il y a le protocole sur les investissements qui est en discussion. Alors qu'on a la charte africaine, le protocole de Maputo, les constitutions, les lois qui reconnaissent de façon très formelle le droit à un environnement sain, l'accord ZLECAf est timide par rapport à la protection de l'environnement, ainsi que ces protocoles. Moi, je dis aux États, mais c'est aussi aux juristes qui contribuent à la négociation, à la rédaction de ces accords-là, d'être sensibilisés. Moi, quand j'ai fait mon parcours en droit au Burkina, je n'avais pas eu de cours en droit de l'environnement. Par exemple, j'ai fait mes 4 années jusqu'à la maîtrise sans un cours en droit de l'environnement. Donc, c'est après que je me suis intéressé à la question et je me suis formé. Donc, il y a des gens qui sont devenus magistrats, avocats, sans avoir eu un cours en droit de l'environnement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Même si des citoyens invoquent ces questions-là devant les juridictions. Donc, si même les juristes, certains juristes ne sont pas informés, instruits, quid donc du peuple, j'allais dire. Donc, oui, je suis d'accord avec vous que les mouvements de la société civile doivent encore agir beaucoup plus. On le voit ailleurs. Vous voyez, Greta Thunberg, avec son collectif, a engagé plusieurs actions judiciaires dans beaucoup de pays et on voit les décisions, ça tombe. Il faut peut-être des Greta Thunberg aussi dans nos pays, en Afrique en général, pour essayer, pour espérer que les États respectent donc leurs engagements. Voilà ce que je peux dire. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Je vais profiter de l'occasion pour dire que
effectivement, à l'Institut québécois des affaires internationales, on a mis sur pied une spécialisation en droit de l'environnement. Et donc, les citoyens pourraient profiter de cette formation pour accroître leurs compétences, leurs connaissances en la matière. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois toujours Maître Gitanga qui a la main levée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, alors, Maître. je voudrais remercier très sincèrement le docteur Ouedraogo pour la communication qui a été vraiment un régal. J'avoue que c'était très intéressant. Ça nous a permis encore de savoir que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité pour rien. En plus d'ailleurs des droits humains, les droits fondamentaux à travers la charte de 1215, il nous a rappelé que le droit de l'environnement aussi a connu son berceau en Afrique avec les textes qu'il a cités. C'est vraiment très intéressant et je voudrais que le docteur nous situe davantage sur surtout les procédures judiciaires, notamment les acteurs, sinon les victimes pouvant engager ces procédures-là. Parce que souvent, ce sont des associations qui militent dans le domaine de l'environnement. Souvent, ce sont des victimes individuelles qui ont subi alors des atteintes à ces droits. Et s'il peut revenir sur la catégorisation, j'allais dire, de ces victimes-là, pour nous faciliter un peu les procédures devant être entamées pour la saisine du juge. Et ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est la conjugaison, je ne dirais pas difficile, mais complexe, de le droit à un environnement sain et le développement durable, surtout en matière de priorité pour ce qui concerne justement les États africains où très souvent, au lieu de mettre le droit de l'environnement en priorité, on préfère d'abord voir ce qui nous semble beaucoup plus immédiat en termes de besoins. Et je sais que le docteur sait de quoi je parle pour le cas justement du Burkina Faso qu'il connaît très bien. Est-ce qu'il peut revenir un peu sur ça pour nous éclairer davantage? Merci beaucoup, merci bien, à bientôt. Parfait, merci beaucoup, Maître Gitanga. Par rapport à votre question sur la saisine du juge, je pense que la saisine du juge au sein des États, ça va être en fonction de chaque droit national. Je ne connais pas très bien tous les codes de procédure civile ou pénale des États africains. Je n'ai pas regardé ça dans le cadre de mes recherches, mais je pense que ça va être la saisine aux mêmes conditions que pour n'importe quelle infraction dont on a été victime, sans être sûr. Donc, je pense que pour la saisine en droit national, c'est en fonction donc, du droit national, donc soit du code de procédure civile, du code de procédure pénale ou des autres codes de procédure qui disent à quelles conditions et qui peut saisir le juge, pourquoi. Par rapport à la catégorisation des victimes, je pense que vous l'avez énoncé vous-même. Il y a les victimes individuelles, il y a les communautés, il y a les groupes. Très souvent, les gens dans les recours environnementaux vont se constituer en groupe. La plupart des affaires, notamment devant les instances africaines, c'est M. Kevin Mwanga et autres. Ce n'est jamais une personne, c'est toujours un collectif de personnes qui estiment que le groupe ensemble a été victime donc, de la dégradation, de la violation de leur droit à un environnement sain ou de l'environnement. Donc, par contre, en ce qui concerne la saisine au niveau des instances africaines telles que la Commission ou la Cour africaine, bon, comme on l'a dit, il y a des protocoles, il y a des déclarations d'acceptation de la compétence qui sont là et qu'il faut respecter donc pour pouvoir se pourvoir à ce niveau-là, sans oublier donc l'épuisement des voies de recours internes, qui est une condition qui existe presque dans la saisine de toutes les juridictions supranationales ou internationales, parce que c'est d'abord justement à l'État de rendre justice, et c'est quand l'État ne peut pas ou ne veut pas qu'on peut se pourvoir au niveau supérieur. Le droit à un environnement sain et le développement durable. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui dis que le droit à un environnement sain fait partie du développement durable. Non seulement il
il y a l'étude analytique du Haut Commissariat, mais il y a aussi le rapporteur spécial qui considère que le droit à un environnement sain, c'est un catalyseur pour le développement durable. Effectivement, le développement durable avec ses trois piliers, les trois piliers de développement durable n'ont pas la même importance, puisqu'il y a le pilier économique, il y a le pilier social et il y a le pilier environnemental. Et j'ai bien compris, parfois on va mettre l'accent sur le pilier économique, souvent ensuite c'est le pilier social qui va venir. Très souvent, le pilier environnemental est délaissé ou n'est pas prioritaire. Mais encore une fois, à mon humble avis, c'est une violation des textes tout simplement, puisque les textes sont clairs. Je vous ai donné des exemples. Je vous ai dit dans quel état les lois existent, dans quel état ça n'existe pas. Chacun peut aller lire la Constitution, la loi environnementale de son pays. C'est clair, c'est écrit. Les règlements sont là. Bon, c'est juste des violations. Et puis bon, les gens laissent faire parce que personne ne prend un recours, personne ne saisit le juge. Et puis aussi, parfois, dans nos États, il y a vraiment une méconnaissance des citoyens. Prenons le cas des États francophones qui ont été colonisés par la France. On a, comme au Burkina, deux ordres judiciaires, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Parfois, le citoyen ne sait même pas c'est à quel juge vers quel juge il doit aller. Hein, vers quel bureau de procureur il va aller. Donc, ça, c'est vraiment un travail à faire. Vous êtes avocat. Peut-être qu'il faut aussi dans les affaires que vos clients vous soumettent, essayez de voir s'il y a une dimension environnementale, si vous pouvez plaider aussi l'argument de la violation d'un droit environnemental. Je pense que c'est comme ça qu'on va avoir de la jurisprudence et la jurisprudence donc, va permettre d'asseoir davantage le droit à un environnement sain. Sinon, bon, il existe sur papier, mais dans les faits, bon, c'est un peu triste, mais la réalité est tout autre. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais justement, pour terminer, le développement durable, il faut peut-être le dire, le développement durable ne fait pas l'unanimité. Beaucoup de personnes critiquent le développement durable parce que justement, le développement durable s'accommode avec le capitalisme. Il y a un auteur qui s'appelle, j'ai oublié son nom, il dit, mais quand on dit développement durable, c'est faire durer quoi? C'est faire durer le capital. Donc, c'est continuer à exploiter, mais pour exploiter de façon plus durable. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus un mouvement qui est très visible ici. J'ai déjà participé à une de leurs activités où j'ai donné une conférence qui prône la décroissance. Il y en a qui disent qu'un développement durable n'est pas possible. Tant qu'on continue comme ça dans la perspective capitaliste, dans la logique du profit, ça ne peut pas être durable parce qu'on ne peut pas continuer d'exploiter les ressources, de faire pousser les immeubles, de détruire la forêt de façon durable. À un moment donné, il y aura un mur. Et donc, certains prônent la décroissance. Il faut arrêter de croître maintenant pour aller vers la décroissance. Bon, je pense que ça aussi, ce n'est pas totalement réaliste, mais voilà, le développement durable ne fait pas l'unanimité parce que qu'est-ce qu'on veut faire durer? Ben, c'est l'exploitation des ressources, mais alors que cela est impossible puisque les ressources, on est dans un monde avec des ressources limitées et donc infinissables. Voilà. Alors, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je crois qu'on pourra prendre deux questions pour ne pas trop épuiser notre conférence. Nous allons reprendre la question de M. CV. Vous avez la parole. M. CV, vous avez la parole. Alors, OK, merci, docteur Roland, pour cet exposé. Moi, je ne suis pas un homme de droit, je suis juste un étudiant en théologie. On parle beaucoup d'écologie intégrale et je voudrais avoir quelques précisions au niveau donc des États africains par rapport donc à la protection de l'environnement parce qu'il me semble que pour avoir donc ou pour parler d'un droit à un environnement sain, il faut bien que cet environnement existe. Donc, il faut d'abord le protéger. Quelle est la situation au niveau des États africains? Vous avez bien parlé donc du droit à l'environnement sain en citant, donnant des statistiques. Au niveau des 54 États africains, est-ce que tous les États ont des lois fortes au niveau donc de la protection de l'environnement pour permettre plus tard qu'on puisse jouir d'un environnement sain? Voilà ma question. Merci. Parfait, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, il y a 46 États qui ont des lois environnementales ou des codes de l'environnement dans lesquels le droit à un environnement est reconnu. Il y a 35 États
qui ont mis dans leur constitution, donc qui est la loi suprême du pays, que le droit à un environnement sain existe. Et si on s'écarte même de l'idée de droit à un environnement sain pour prendre l'environnement en général, il y a 47 États sur les 54 ou 55, suivant qu'on se met dans l'Union africaine ou aux Nations unies, qui font référence à l'environnement dans leur constitution. Et la constitution, c'est quand même la loi fondamentale. Et sans oublier les lois. Donc, des environnements existent. Quelles sont les statistiques par rapport à la dégradation du couvert végétal de l'environnement en Afrique? Je n'ai pas ces statistiques, mais je sais que selon le rapport du GIEC, l'Afrique représente moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ça veut dire que l'Afrique pollue moins, contribue moins à la crise climatique que les autres États. Ça, au moins, c'est clair. Mais les mêmes experts disent qu'avec le temps, si les émissions de gaz à effet de serre continuent comme ça l'est actuellement, c'est l'Afrique qui va le plus subir les conséquences donc, du changement climatique. Voilà. Parce que non seulement pour les mesures d'adaptation et d'atténuation qui nécessitent des moyens, eh bien, l'Afrique n'est pas la première en termes de moyens. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la COP 27 et à la COP 28, le fonds pour les dommages pour les pays vulnérables a été adopté. Les États se sont mis d'accord pour mettre en place un fonds, c'est-à-dire du financement pour les pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique, pour les aider à financer les mesures d'atténuation et d'adaptation. Donc, quelqu'un a parlé de forêt. Le reboisement, par exemple, ça peut être une mesure, puisqu'on sait que la forêt est un réservoir, est un puits de carbone. Les arbres, ça permet de stocker le gaz carbonique. Donc, les reboisements, c'est des mesures qu'on peut adopter en Afrique. Mais bon, on voit que pendant que d'autres reboisent ou que dans le même pays, pendant qu'on reboise à certains endroits, à d'autres, on abat des arbres donc pour le développement aussi. Donc, voilà. Voilà ce que je peux dire. Sinon, les lois existent, elles sont fortes, elles ne sont juste pas appliquées. Voilà, c'est tout. Les lois sont là. J'ai donné les statistiques des États. Par exemple, au Burkina, ça existe. Article 29 de la Constitution, dans le Code de l'environnement aussi, le droit à un environnement sain est là. Mais bon, c'est juste pas respecté. Voilà ce que je peux répondre donc à M. CV. Merci. Prendre une dernière question, s'il y en a pas, on va mettre un terme à cette conférence. Il y a des questions. Je vais poser une toute petite question aux conférenciers. Alors, j'ai remarqué, par exemple, au cas de mon pays, le Cameroun, Yaoundé ressemble à une ville poubelle. Parce que justement, il y a des immondices partout. Et comment faire pour... c'est ça ma préoccupation. Comment faire pour inverser la tendance, c'est-à-dire qu'une culture environnementale se développe au sein de nos populations? C'est une très belle question. Elle est difficile. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Je vais tenter quelque chose. Dans un de mes articles où je parlais de l'animisme, du totémisme, je montrais que ces perspectives-là, justement, permettaient aux Africains, avant même la colonisation, de respecter l'environnement. Quand on dit que une rivière, c'est votre totem, ou en tout cas, vous avez une alliance ancestrale avec une rivière, vous respectez la rivière là. Vous ne jetez pas n'importe quoi dans cette rivière, dans une vision animiste ou totémiste. Je ne sais pas comment on a fait en tant qu'Africain pour avoir abandonné donc ce lien, ce respect qu'on avait vis-à-vis de la nature. Aujourd'hui, en circulation à Ouaga, vous pouvez même prendre un crachat en pleine figure si vous êtes à moto. Donc, quelqu'un est devant vous et puis bon, tout d'un coup, comme ça, si vous ne faites pas attention, c'est sur le nez. On jette les bidons, on jette les sachets d'eau, alors qu'au Burkina et dans 32 ou 34 États africains, il y a des lois
contre la pollution plastique, les déchets plastiques. Ça existe. Comment faire en sorte que le citoyen redevienne fondamentalement écologique? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut sévir, au plan des sanctions. La question de sévir aussi est difficile parce que comment on fait pour que l'amende parvienne à la personne et comment on s'assure qu'elle paie l'amende? Ici, les gens respectent plus les lois, ne jettent pas les déchets au hasard parce qu'il y a des sanctions. Si devant votre porte, on vient trouver que vous n'avez pas fait le tri de vos déchets, vous n'avez pas mis les recyclables à part, le compost à part, on n'a même pas besoin de vous parler. On fait l'amende, ça vient dans votre boîte à lettres. Et vous savez que vous devez payer parce qu'on sait où vous êtes, qui vous êtes. On a même accès à votre revenu, on peut couper l'amende directement. Donc, on ne peut pas échapper. Ce qui fait que les gens respectent, mais en Afrique, bon, on n'a même pas d'adresse. On ne sait même pas comment identifier le monsieur qui est venu déverser les déchets dans un caniveau et qui est reparti. Comment on le retrouve? Donc, il y a tellement de problèmes. Pour moi, il faut peut-être commencer par là, qu'on ait des adresses, qu'on puisse nous identifier et puis éventuellement envoyer les amendes à la maison pour que les gens soient obligés de payer. Je pense peut-être que par la contrainte, on va y arriver. Sinon, je n'ai pas d'autre réponse, malheureusement, pour cette question qui est très pertinente et qui mérite réflexion. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je pense que nous avons peut-être un peu abusé du temps de notre conférence, mais la thématique est tellement belle qu'on ne pouvait pas s'en priver au nom de l'Institut. Et je pense que je ne parle pas en dernier puisque le directeur de l'Institut va parler en dernier. En mon nom propre, je tiens à remercier Dr. Ouedraogo. Nous avons appris beaucoup de choses ce soir. Et nous espérons que ce genre d'expérience va se répéter continuellement. Je tiens également à remercier tous les participants et spécialement à tous ceux qui ont posé des questions qui nous ont permis d'approfondir davantage sur cette thématique. Donc, je vais remettre la parole à Dr. Robinson tout en le remerciant de m'avoir associé à cette grande messe sur l'environnement. Je serai toujours disponible, donc vous pouvez être sûr que lorsque vous allez m'associer, je serai là. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie. Ben, effectivement, quand on commençait la conférence, quelqu'un a dit là que je suis magistrat. Ben oui, je suis magistrat, effectivement. Et donc, ben, j'ai laissé le soin aux universitaires de présenter et de modérer. Hein. Je vous ai laissé le soin. Alors, c'était vraiment un plaisir. C'était un plaisir de recevoir le docteur Roland. C'était un plaisir de le recevoir, de le connaître. On a entendu parler de ses travaux et puis sa prestation vient confirmer tout le bien qu'on a entendu de lui. Je crois que j'ai vu certaines réactions déjà dans nos propres forums. On est vraiment content. Et on ne voudrait pas s'arrêter en si bon chemin avec lui. On veut déjà prévoir autre chose avec lui. Voilà. Donc, infiniment merci, prof. Infiniment merci et félicitations pour le prix, parce que c'est ce qui a attiré mon attention en premier. Vraiment, félicitations. Je me suis dit que le Canada vous a honoré vos travaux, et l'Institut aussi voulait honorer vos travaux, mais aussi les Africains. Je me suis dit que ce serait une belle occasion pour les Africains d'honorer vos travaux. Donc, on veut, à travers cette conférence, honorer aussi, comme l'ont fait les Canadiens, honorer vos travaux. On vous dit merci. Merci d'être venu. Merci pour la qualité de la présentation. Et à très prochainement. Merci beaucoup, prof. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les participants. C'était un plaisir. N'oubliez pas la jurisprudence. Oui, je ne vais pas oublier. D'accord. Allez, ciao, ciao. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.